Chers amis, bonsoir. Merci d'être avec nous. Toute l'équipe d'Expression Livre vous remercie encore une fois de suivre cette émission, un magazine littéraire qui parfois prend des chemins de traverse, disons, mais qui ont bien souvent attrait à la littérature. Ça peut être philosophie, ça peut être histoire, ça peut être sociologie, et ça peut être aussi ce qu'on appelle dans le beau livre, c'est-à-dire présenter des ouvrages concernant différents arts plastiques. Et bien sûr, quand on parle de littérature, on évoque évidemment tous les acteurs du livre. Ce soir, notre invité est un éditeur, son nom, Omar Meziani. Bonsoir Omar Meziani. Bonsoir Youssef, bonsoir les amis téléspectateurs. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous en prie. Alors, difficile de vous cerner, Omar Meziani, parce que là, ce soir, vous êtes là en tant qu'éditeur. Votre maison d'édition s'intitule Hélium. Oui, c'est ça. Alors, pourquoi vous avez choisi ce nom? Bon, peut-être que ça n'a pas beaucoup d'importance, peut-être que parce que c'est beau. Je suis volatile aussi. C'est volatile, très bien. Bon, donc ça va être, si c'est volatile, oui. Bon, mais je ne vois dans aucun de vos livres de l'ornithologie. Bon, c'est pas grave. Non, je dis que c'est difficile à vous cerner parce que, art cinématographique, oui, vous y avez touché. Art photographique, vous y avez touché. Tout ce qui est art visuel, oui. Alors, art plastique, oui. Oui, poésie créative, oui. Journaliste, oui, puisque vous avez fait de la radio, vous avez écrit des articles. Oui, à Loatan aussi, j'étais comme analyste d'art, donc j'ai fait de l'analyse d'art. Toujours dans ce domaine. Dans le domaine des arts surtout, dans les arts visuels. J'ai essayé via Internet, via à droite, à gauche, de trouver un article de vous ou une émission de vous parlant de l'art culinaire. J'ai rien trouvé. Je laisse ça à ma femme. Je sais qu'il paraît que vous cuisinez très bien. C'est plutôt ma femme qui cuisine très bien. C'est ça. Vous, les pieds sous la table. Je suis un bon goûteur, j'aime bien manger. Voilà, c'est ça. Vous plutôt, c'est le goût. C'est la fin de l'art culinaire, c'est-à-dire le final, quoi. Je préfère. Oui, préparez quoi vous découpez les oignons. Et encore. Rarement. Même pas. Quand ma femme était alitée, j'étais obligé de le faire. C'est à pleurer ce que j'entends. C'est à pleurer. Vous avez participé à... Je ne vais pas faire tout le listing, mais à de nombreuses biennales, festivals, expositions. Expositions en tant que soit commissaire, soit scénographe d'exposition. On a monté les premières expositions sur l'art photographique. Avec M. Jahish, à travers... C'était au MAMA à l'époque, non? Au MAMA, oui. Au MAMA et après, ensuite, dans d'autres lieux qui s'y prêtaient. On avait monté déjà le regard reconstruit où déjà je commençais à réfléchir, à mêler l'art photographique avec les autres arts, comme avec la peinture, les arts plastiques, où j'ai invité des artistes à travailler avec le médium photographique. Cette déformation me vient de l'époque où j'étais enseignant. Vous aimez bien le système performance? Oui. Dans mon art en lui-même, je suis en quelque sorte, je fais des performances. À l'époque, dans les années 96, j'avais commencé un cycle que j'avais intitulé Dérive, où j'emmenais mes toiles d'art contemporain. Se confronter avec des sites néolithiques dans les Tassili, dans le Hogar, les Tassili du Hogar, dans les sites mégalithiques. Donc je faisais ce genre de confrontation qui me plaisait bien. Comment les gens à l'époque appréhendaient l'art plastique en tant que l'art humain et comment moi-même, avec tout l'héritage universel que j'ai pu, à travers mes lectures et à travers mes appréciations des arts universels, confronter cet art contemporain avec les arts néolithiques. Et Dieu sait s'il y a des concordances parfois, non seulement intéressantes, mais inattendues.
Oui. Après, je veux dire, l'art contemporain de Picasso et d'autres, etc., Ah oui, venait bien de ce qu'on appelle l'art africain. C'est ça, c'est des réminiscences en tout cas. On est lié par nos chromosomes à cette expression. Donc, l'artiste ne fait que reprendre, si je peux me permettre, des effluves, des sensations qui traduit en graphisme et qui les rend visuels, c'est tout. Donc, c'est des sensations soit philosophiques, soit métaphysiques. Il essaye de les rendre plus humaines à travers son bagage héréditaire, donc à travers ce qu'il a appris dès sa naissance, comment s'exprimer à travers soit la langue, soit l'écriture, soit les dessins. On sait bien que tous les enfants savent dessiner, ils dessinent naïvement et ils ont beaucoup d'expressions. C'est la fameuse phrase de Picasso. Et pour retrouver ça, le plus grand peintre du monde, vous n'arriverez jamais à faire un dessin d'enfant. C'est impossible parce que là, on parle d'une naïveté qui a été corrompue par l'expérience humaine. Et pour retrouver cette naïveté, c'est difficile. Pour retrouver cet acte-là, on essaye. Et si l'artiste, il a une force de caractère monstrueuse comme Picasso, il peut y arriver. Alors, ce soir, nous allons parler de vous en tant qu'éditeur. Vous avez décidé un jour de vous lancer dans l'édition. Oui, quand j'ai lancé mon agence de communication Helium Design, où je faisais de la scénographie, tout ce qui est visuel. Et j'ai commencé à réfléchir à faire de l'édition. Donc, c'est le même dessin. Donc, c'est le même dessin. Donc, quand je présente dans une scénographie un artiste plasticien ou un photographe, je le mets en situation et j'essaie de respecter le maximum de l'esprit qu'il y a dans l'œuvre. Et je ne fais que de la scénographie dans les livres. Donc, j'essaie, quand un auteur vient avec un texte, ou si un texte me plaît, je discute avec l'auteur et on commence l'aventure ensemble. J'essaie, à travers toute mon expérience journalistique et aux Beaux-Arts, je connais à peu près les gens, je connais à peu près les artistes, je connais un peu leur démarche, leur philosophie. J'essaie de trouver une concordance, une harmonie entre l'auteur et l'artiste plasticien. Donc, de le faire s'entrechoquer des fois, de le faire accompagner. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas de l'illustration de livre, mais d'un accompagnement graphique. Parce que chaque auteur, il a sa direction donc textuelle et philosophique, métaphysique des fois. Et l'artiste, il a cette même démarche, mais elle est graphique. Autant les faire accompagner dans un seul ouvrage où chacun va dans sa direction et entre parenthèses, dans son délire pour se rencontrer dans l'absolu. Quelquefois, vous savez, c'est pas souvent, mais j'ai eu la chance d'avoir sur le plateau d'Expression Livre deux grands, l'un de la littérature, c'était Rachid Boujdra, et l'un d'art plastique, c'était Rachid Koraïchi, qui ont fait un ouvrage ensemble. Et ce qui était très étrange, c'est que moi je pensais qu'ils avaient eu des contacts multiples, d'une façon ou d'une autre, entre eux, pour que Fragment du désert, qui était le texte de Boujdra, et les magnifiques calligraphies de Koraïchi puissent se correspondre l'une à l'autre. Eh bien, figurez-vous qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés de leur vie. C'était sur le plateau où ils se sont rencontrés. Et je dis, mais attendez, comment vous avez fait pour arriver à cette... Je dis, au départ, notre éditeur nous a dit, voilà, la thématique générale, c'est le désert, n'est-ce pas? Et c'est Fragment du désert. Et donc, Rachid Koraïchi a travaillé par sensibilité, je dirais, en lisant le texte de Boujdra. Et Boujdra n'avait absolument pas vu une seule œuvre de Koraïchi, je veux dire, correspondant à son texte. Et c'était magique, parce qu'ils sont arrivés à une osmose qui m'a sidéré. En fait, c'est cette sensibilité, cette harmonie
je dirais en même temps de couleurs, de sons, de créativité, l'un dans le langage écrit, l'autre dans le langage coloré, qui ont fait que cet ouvrage est magnifique. Hein. Ah oui, c'est vraiment sublime. Je le conseille fortement à nos téléspectatrices et téléspectateurs. C'est paru aux éditions Balzac, c'est un ouvrage magnifique. Et c'est rare de trouver des ouvrages de ce type. Alors justement, vous êtes aussi Hélium, votre maison d'édition, et là je salue le courage parce que ce genre d'ouvrage, c'est pas qu'il rebute, mais au départ on se dit pourquoi Ou c'est un livre d'art, ce qu'on appelle un beau livre, donc il y a des reproductions, quel que soit le type que ce soit sur toile, que ce soit sur une aquarelle, soit un fuseau, soit sur papier, et ça. Et puis, quand on veut éditer en tant que maison d'édition un livre de poésie, c'est un livre de poésie. Laisser l'imaginaire surtout aux gens de s'imprégner de la poésie. Voilà. Pourquoi faire une illustration? Alors, je vais citer les 4 ouvrages que votre maison d'édition a sortis. Le premier, pour, je dirais, le collectage des textes, on va voir, il est signé le docteur Saleh Ali Hekmet. Dis donc, c'est prémonitoire, ça. Parce que quand on a un nom qui s'appelle Hekmet, on ne peut être que dans la poésie. Oui. Oui. Imaginez quelqu'un qui signerait Jean Baudelaire. Docteur Jean Baudelaire. Et que le type vous dit je suis épicier. C'est pas possible. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas dans mes livres. Ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner. Alors, le premier, c'est Anthologie Diwan Sidi Boumediene, poète de l'amour absolu. On va voir, il y a une concordance. Hein. Le second, toujours signé par le docteur Saleh Ali Hekmet, Quatrain de Jalaluddin Rumi, poète de l'amour universel. Alors, je m'arrête là parce que, donc c'est les 2 premiers ouvrages, parce que ce sont des textes de 2 immenses philosophes et poètes soufis. Et évidemment, tout le travail de collecte et même d'introduction qu'a signé le docteur Saleh Ali est basé là-dessus. Alors le premier, les illustrations sont de Yazid Khallouti, qui est aussi un peintre soufi de Mornia. Donc, il travaille dans les arts visuels, aussi dans les performances, dans les installations. Et le second, c'est Guess. C'est Gassimir Mohamed. Guess qui a travaillé. J'ai pris ses œuvres qui faisaient partie d'une exposition intitulée Les paysages humains. Donc, j'ai fait un petit choix de son travail. Lui, il travaille sur l'alchimie, donc l'alchimie des couleurs, l'alchimie entre les plaques offset, entre le vernis, il crée des œuvres. Et à l'époque, il avait demandé à des artistes et à des intellectuels d'écrire un texte autour de son travail. Et lui, il reprenait le texte, il faisait ses plaques d'alchimie, donc il transmutait le texte et l'image. Il fait en intervenant sur l'image. Il y avait Kateb Siachen qui faisait ça. C'est-à-dire que... mais là, l'écriture de Kateb était incluse dans le tableau. Guess pour le paysage humain, il a fait ça. Moi, j'ai pris cette exposition et je l'ai fait accompagner avec les textes de Jalaluddin Rumi, qui est un grand humaniste. Hein. Alors, parce que c'est un choix de texte, hein, attention. Hein. Ah oui, c'est un choix. Le choix, tous les textes de Sidi Boumediene, etc. C'est un choix de texte, avec même un double, puisque c'est bilingue. C'est bilingue. C'est bilingue, donc c'est ça le qui est premier magnifique. que j'ai fait en diwan, en maghrébi,
donc, pour faire revivre un peu cette écriture merlebi. Et j'en ai fait un autre plus petit, plus accessible avec le Nasri, où tout le monde comprenait le Nasri. Et on a essayé avec le designer de ne pas trop s'orienter, donc s'éloigner du texte arabe et du texte français. On essayait de rester dans le même gabarit, dans les mêmes pages, pour qu'il y ait un visuel de confrontation directe. Donc on a l'arabe et la traduction du docteur Sarré qui suit juste à côté. C'était un peu difficile pour trouver donc, le gabarit. Oui, c'est pas évident du tout. Heureusement que le designer a réussi quand même à insérer donc, par des jeux de caractères, les jeux de casse, et donc il a pu arriver. C'est là qu'intervient votre travail de scénographe. Oui. Non, mais c'est vrai. Bon, peut-être que ceux qui nous regardent et qui nous écoutent ne voient pas très bien ce que c'est. Ça n'a rien à voir avec la scénographie cinématographique. Non, du tout. C'est comment on scénographe, ni la scénographie théâtrale. C'est autre chose encore. Là, on a des objets inanimés qu'il faut mettre en valeur. Donc on a toute l'énergie de l'artiste qui est statique. Donc il faut la mettre en valeur, il faut lui donner la dimension, l'espace voulu. Et c'est tout un travail, donc, de travail chromatique, travail visuel, travail de masse. Donc il faut trouver l'équilibre, un équilibre d'ensemble dans une exposition. Et c'est ce que j'essaie de faire avec les livres. Alors, signalons que Diwan de Sidi Boumedjine, donc signé par Dr Salih Ali Hikmet, est également sorti sous forme de CD, où donc il y a les voix de Neriman Sadouni et du Dr Hikmet. Comme c'est un très bon orateur, donc on a pris sa voix comme. Donc, et puis c'est beau d'écouter. Ah oui, déjà se laisser entraîner par les sonorités, donc, même si on est pris dans une certaine atmosphère, même si des fois les mots nous échappent ou si des fois il y a ce rythme qui mène vers l'élévation. Alors, ça aussi c'est quelque chose qui est très intéressant. Je vais vous dire pourquoi. Parce que disons qu'à partir presque des années 20-30, mais c'est universel, les grands poètes écrivent pour la lecture et n'écrivent plus du tout pour la déclamation. Alors que ça semble complètement impossible qu'au XVIIIe ou XVIIe ou XIVe siècle, un poète écrive pour que justement on ne fasse que les lire et tenter d'analyser leur contenu. Avant tout, c'était une musique, une sonorité, et donc, mais même à l'époque de Verlaine, Rimbaud, etc., on allait dans les tavernes, et c'était même pas eux qui les déclamaient. Il y avait ce qu'on appelle des comédiens, qui montaient sur les tables, comme ça, et qui déclamaient, et donc on n'avait même pas besoin de lire le texte, on le goûtait. On le goûtait à l'oreille, et il fallait qu'il devienne comme une belle chanson. Il vous rentre dans l'âme et dans le cœur immédiatement. Et maintenant, c'est quasiment terminé. Il n'y a pratiquement plus, à part quelques festivals de déclamation poétique. Malheureusement, il n'y en a pas. Presque plus. C'est-à-dire, quelqu'un qui écrit des poésies aujourd'hui, il a peu de chance d'être déclamé. Et c'est dommage parce que c'est un apport, c'est un plus vraiment efficace pour transmettre la poésie de l'auteur. On avait même quelquefois des musiciens qui accompagnaient tout cela, et qui faisait que c'était véritablement ça tient un petit peu d'aujourd'hui, heureusement qu'il en reste quelques-uns, al-Melhoun, c'est-à-dire on n'a pas besoin de lire le texte, c'est même le texte à la limite et quelquefois rébarbatif, mais quand on écoute celui qui va déclamer,
c'est extraordinaire. On est transporté carrément dans notre monde. Oui, on est pris par les mots. Les mots s'ils sont en second plan, mais ils font leur travail psychologique. Donc, ils sont en nous. Alors, vous faites ce mouvement des derviches tourneurs. Non, mais c'est important, parce que l'idée même des derviches tourneurs, et puis dans les quatrains de Rumi, c'est très important, parce que c'est ça, c'est le côté répétitif pour que, effectivement, ça monte, on tente d'aller le plus loin possible vers le créateur. Et le verbe retrouve sa valeur. Donc sa valeur primaire, le verbe. Il devient lui-même création. Alors, on est pris dans ce tourbillon. Alors, il faut savoir que, effectivement, les poésies de Sidi Boumedienne n'ont strictement rien à voir avec celles d'Ibn Rumi. Quant au fond, totalement. Quant à la forme, absolument pas. C'est-à-dire que Rumi, c'est très condensé. Hein, je dirais presque, on est sur la forme des poésies japonaises, les yaku. C'est-à-dire, c'est quatre vers. Très, très condensé. Très dense. Une densité absolument extraordinaire. C'est ce qu'on va retrouver. Dans l'élévation. C'est deux écoles différentes, complètement différentes. Sidi Boumedienne a été le père spirituel de Rumi. Oui, c'est ça. Mais Rumi, ensuite Yumrus, etc., tout ça, vont complètement changer la forme. Il y a évolution, heureusement qu'il y a cette évolution. Et c'est ça qui est beau dans les deux ouvrages qui ont été signés par le docteur Sadi Ali Hekmet. C'est qu'ils montrent comment le monde du soufisme, de la poésie soufie et puis de la philosophie soufie va évoluer vers encore plus de condensation, je veux dire, de concentration pour aller vers l'essentiel. Alors, ça, c'est vos deux premiers ouvrages. Dans la poésie sacrée. Magnifiquement. Mais dites-moi, Omar Mouziani, quand vous avez commencé à vous dire, bon, je fais une maison d'édition, je crée une maison d'édition, etc. Bon, généralement, quand on crée une maison d'édition, pas seulement chez nous, hein, mais dans le monde entier, on se dit, bon, on va pas commencer par des ouvrages aussi hermétiques. On se dit, bon, on va commencer par un roman, certainement pas par de la poésie. Hein. Malheureusement, pour des raisons financières, je dirais commerciales, de moins en moins de maisons d'édition dans le monde. Déjà, les libraires évitent les ouvrages de poésie. C'est invendable. Personne n'en veut. Mais c'est pas seulement en Algérie. Hein. Dans le monde entier, vous allez dans les pays européens, vous allez aux États-Unis, vous allez vous dire, bon, vous savez, la poésie, ça se vend très mal. Plus personne ne lit ça. Bon, on achètera les anciens poètes, parce que ça fait bien. Non, mais c'est vrai, je veux dire, c'est vrai ou pas? Oui, je veux bien acheter un livre de poésie, bon, mais... qui fasse bel effet sur l'étagère. Mais je ne vais pas acheter un livre d'un poète que je ne connais absolument pas et qui vient de sortir un ouvrage. Et vous... Non seulement votre maison de décision se lance dans cette aventure, c'est une aventure. Une aventure, c'est une odyssée, là. C'est une odyssée. Hein. Sans le chant des sirènes. Hein. Sans le chant des sirènes, je peux vous le dire tout de suite. Et en plus, vous dites, tiens, je vais rajouter en plus une iconographie. Rien comme ça. Parce que c'est plus que... Qu'est-ce qui vous a pris? Je ne sais pas. Ça me plaît de faire ça. Avant, quand je faisais un peu mon métier d'artiste plasticien, je créais les livres-objets. Donc, je m'amusais à faire des livres-objets. Peut-être c'est un besoin de revivre ça qui me pousse à
à faire accompagner des textes denses avec des peintures aussi denses. Non? Mais c'est vrai que quand on lit, on va parler des autres ouvrages, mais quand on lit les ouvrages que vous avez fait paraître, c'est vrai qu'on a l'impression d'être dans une exposition. Ouais, on rentre, on ouvre la porte. J'ai réfléchi comme ça. Oui. Quand je construis le livre, c'est comme ça que j'ai réfléchi. Et même quand vous avez dit tout à l'heure avec Koreichi. Est-ce que vous n'avez pas été trop marqué par les catalogues? Parce que, attention, quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, bien au contraire. Hein. Vous n'avez pas été trop marqué par les catalogues des grandes expositions, parce que les catalogues des grandes expositions, je peux vous le dire, hein, téléspectatrices, téléspectateurs, si vous allez dans ce qu'on appelle grande exposition, il y a des catalogues à tomber à la renverse. Hein, parce que les critiques d'art qui sont, même quelquefois on fait appel à des écrivains de renom, à des poètes de renom, et puis évidemment il y a les ouvrages picturaux qui sont exposés et mis en photo. Aujourd'hui, il y a des catalogues d'exposition qui atteignent des prix absolument exorbitants. Exorbitants parce que ce sont des livres d'art. Et d'art poétique. C'est des beaux catalogues. Finalement, ça devient des beaux catalogues. J'ai eu en main 2 ou 3 catalogues. Alors, conseil, hein, si jamais un jour vous allez dans une exposition fameuse, n'hésitez pas à acheter le catalogue. Hein. Ne croyez pas que le catalogue, c'est 3 feuillets. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est carrément un ouvrage. C'est devenu des ouvrages. Hein. À travers les grandes expositions et les hommages. J'ai un peu travaillé dans ce sens. Dans ce sens, quand je faisais de la scénographie et l'édition de catalogue, parce que j'étais dans l'édition de catalogue, dans les grands événements, il y avait de beaux catalogues, mais c'était... Moi, j'ai souvenir d'avoir eu la chance de je ne sais plus il y a combien d'années de ça, il y avait eu la fameuse exposition Picasso. Écoutez, le catalogue valait son pesant d'or. Hein. D'abord, il y avait des grands écrivains qui avaient mis leurs pattes. Mais ça coûte. Et c'était du beau livre. Hein. C'est du beau livre, mais les frais du catalogue sont supportés par les frais de l'exposition. Oui, c'est ça. Mais quand on essaie de jouer dans ce jeu, quand on est éditeur, c'est difficile. Déjà, on n'a pas les financements pour ça. Il faut vraiment jongler ou avoir la complicité de l'imprimeur. Donc, il faut beaucoup de complicité pour pouvoir tirer un petit livre comme ça. On peut se permettre dans les grandes expositions et les beaux catalogues, on peut se permettre de faire appel à des professionnels, de faire appel à de grands écrivains. Oui, et puis les grandes expositions sont sponsorisées. Donc vous avez des sponsors qui mettent... Même dans l'image, on se permet de faire de bons étalonnages, on se permet d'avoir une image très fidèle à l'œuvre. Ce qui n'est pas évident. Ça coûte vraiment. Vous qui êtes artiste photographe, vous savez la difficulté qu'il y a. Pour transmettre déjà l'image aux encres, là, donc, en jargon technique en CMGN, il y a une perte, il y a un déséquilibre, il y a... Surtout maintenant, en plus, avec que c'est plus de l'argentique. Non, c'est plus de l'argentique. C'est pire. Le numérique, c'est pire avec le numérique. Hein. Parce qu'il y a une perte absolument incroyable. À l'époque, moi, je me souviens que les maisons d'édition fameuses, hein, comme Skira, etc., et tout ça, quand elles faisaient ce qu'on appelle un beau livre sur un peintre, hein, c'était même pas l'argentique. Hein. C'était ce qu'on appelle les chambres noires. Les chambres noires. Ah oui. Pour rester fidèle aux tonalités. Vous passiez complètement à côté du tableau. Hein. On reconnaissait même plus la travail technique au niveau de l'impression, au niveau de... Et là, chapeau, hein. Très franchement, Mme Ziani, chapeau, parce que le rendu au niveau iconographique est absolument magnifique. Hein, l'imprimeur, il fait un bon travail. En plus, j'avais choisi le mat au lieu du brillant, donc, et du papier boufflant qui absorbe un peu c'est ça qui fait un peu la magie entre
des impressions, des œuvres des artistes. C'est un autre regard sur l'œuvre en elle-même. Quand on voit l'œuvre, c'est pas la même tonalité, mais comme c'est du papier, donc un peu noble, il donne cette impression c'est une autre œuvre qui se reproduit. Ouais. Et ça sort bien, ça fonctionne. L'essentiel, c'est que ça fonctionne. Et Alors, ça marche. également, le choix de commencer par deux ouvrages sur la poétique soufie, parce qu'à un moment donné, on verra, même dans l'ouvrage de Dalila Hassan Daoudji, vous continuez sur cette lignée-là. Je me suis donné cette direction. Mais là, on parle plus d'un personnage qui nous est beaucoup plus proche, parce que c'est l'Imam Abdel Qadr, qui lui était... il faut pas oublier qu'il était aussi poète. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle Les Haltes, je crois, c'est ça, qui est un ouvrage de poésie soufie. Oui, il était soufi. Ah oui. Et on verra que l'ouvrage de Dalila Hassan Daoudji est énormément basé sur cela. Sur la pensée soufie. Dans la pensée soufie, mais elle a pris la période donc, des années noires, donc les années 90, où elle parlait des intellectuels et des poètes assassinés à cette époque-là. Oui, d'ailleurs l'ouvrage est... Et son style d'écriture, il a la douceur des soufis. Mais les faits relatés sont d'une grande violence. C'est pour ça que je voulais l'accompagner avec le travail de Karim Sergoua, qui, à la même époque, a fait un travail remarquable. Un travail, comment dire, il a exorcisé un peu tout ce mal. Il l'a exorcisé à travers des peintures, à travers des dessins, à travers du graphisme. Et la douceur de Dalila, je l'ai apposée avec la dureté du trait de Karim Sergoua. Donc ça donne un équilibre. Ouais. Quand on lit les textes de Dalila, on est dans une violence, mais une douce violence. Donc, on sent que c'est une violence d'une mère. Donc, il y a de la lumière, il y a des points de lumière. Ouais, alors que dans les dessins de Karim, c'est terrible, hein. C'est terrible. Noirceur. Alors que généralement, Karim est plutôt, dans ses anciennes œuvres, plutôt quelqu'un explosif. C'est un feu d'artifice. Oui, c'est ça. Il est dans les couleurs, il est dans l'exubérance. Lui-même est comme ça, d'ailleurs. Et puis on voit bien que dans cette période-là, l'a tellement marqué. On le sent, il renferme même les couleurs. Il renferme, il rétrécit. C'était 4-5 personnages, c'était explosif, étincelant, c'était très flamboyant. Et puis d'un coup, tout s'est ramassé dans une sorte de quasiment de trou noir. Et Dalila, quand elle a vu les dessins de Karim, elle était un peu choquée par cette violence. Je lui ai dit, t'inquiète pas, ça va fonctionner. Et elle ne connaissait pas Karim, elle l'a rencontré par hasard durant une biennale à Oran. Elle ne connaissait même pas le personnage. Et il vous est arrivé de penser à ce que vous voudriez... organiser une exposition, parce que ce serait à la limite, je dirais, pas simple, hein. Quand je dis simple, j'entends ça, ce serait quasiment évident de pouvoir construire une exposition à partir des textes et des illustrations. Je pense par exemple au quatrain de Jalaluddin Rumi, poème de l'amour universel. Comme les textes de Rumi sont très courts, sont très denses, hein, donc le public peut s'y retrouver, je dirais, plus facilement. Les textes de Boumediene sont plus complexes, ils sont très longs, beaucoup plus complexes, très philosophiques, donc il faut suivre. Je dirais que c'est presque un ouragan de mots. Marée comme ça de mots, et chaque phrase a une telle ampleur de réflexion. Bon, Rumi, même si on ne comprend pas totalement
Ouais. le sens. On peut s'accrocher, on peut s'accrocher et laisser son imaginaire aussi prendre la suite. On est bien avec Rumi, on lit. C'est très apaisant. Oui. C'est excessivement apaisant. On a immédiatement, on peut structurer son imaginaire pour aller dans le sens de Rumi. On va lire quand même une. J'aime bien celle-là. Parce que c'est sur la lumière, quoi. Je veux dire, toujours la recherche dans la philosophie soufie, c'est-à-dire le savoir, la lumière, l'immatériel, mais le beau immatériel. Voici maintenant une bougie qui advient, supérieure au jour et à la nuit. Viens, dépêche-toi, ô esprit, ne me fais pas languir. Éperdument, la bougie de mon cœur te désire. Autour des choses. C'est fabuleux, c'est-à-dire, il suffit d'un brin de lumière, la bougie, et puis, la lumière constante comme ça, etc. En fin de compte, c'est pas ça le plus important. C'est cette étincelle minuscule qui est l'essentiel. Et elle est en vous. Enfin, elle est en nous. En nous, elle est en nous. Elle est en nous maintenant. Je l'exprime à travers. Attention de ne pas la faire brûler pour rien. C'est ça, brûle. Il y en a malheureusement. Je ne sais même pas s'ils ont une bougie. Actuellement, je suis en train de réfléchir pour une exposition. Oui, parce que le texte. C'est vraiment bienvenu, là. Oui, je suis en train de réfléchir, discuter avec les artistes et les auteurs pour faire un événement autour de ça. Donc, autour de tables rondes, de communication, de discussion, donc des auteurs et l'accompagnement avec des artistes. Chacun vient avec. Je vais essayer de rester quand même dans l'esprit du livre, ne pas déborder avec les artistes, les cadrer. Donc, juste pour rester dans l'esprit de l'auteur. Je suis en train de réfléchir sur cet événement. Alors, on va revenir au livre de Dalila Hassan Dawadji. Alors, ça s'appelle « À l'encre tatouée ». Donc, c'est avec un accompagnement graphique de notre ami Karim Sergoua. Alors, à l'encre tatouée, ça c'est intéressant. Là, j'ai laissé l'auteur et l'artiste et le designer de trouver le bon titre pour le. J'ai juste accepté le titre. Et c'était difficile parce qu'il y a eu plusieurs tentatives de détournement de mots, de calembours, et finalement, Dalila a opté pour ce titre-là. Mais c'est aussi bien pour le travail de Karim Sergoua que pour le travail de Dalila. Là, à l'encre tatouée, on retrouve aussi le travail de Karim Sergoua. Oui. Le travail aussi beaucoup d'œuvres en noir et blanc, ce qui était pas trop son style. Oui, c'était une période où il a fait du noir et blanc. J'ai pris des œuvres avec un point focal comme ça, là, celle que je vois là, et puis tout autour du rouge, mais pas le rouge beau, éclatant, pas du tout. C'est le rouge terrible, le rouge sang, c'est-à-dire le rouge de l'horreur. Ce qui a fait peur à Dalila aussi. Des bouches qui crient. Un travail remarquable. Il avait un travail aussi. Il avait une période très, très dense, Karim, à cette époque-là. Alors, et de l'autre côté, dans cet ouvrage, il y a, comme vous le disiez très justement tout à l'heure,
le côté renaissance c'est bien de l'auteur, de Dalila. C'est-à-dire, oui, mais moi j'y crois encore. Et elle part de la pensée de l'imam Abdelkader. En disant, pas seulement de l'imam Abdelkader, mais tout ce qu'il y avait comme, je dirais, comme idéologie de l'époque. Oui, il est vrai. Alors, il faut signaler qu'elle est membre de la fondation de l'imam Abdelkader, je crois, c'est ça. Toujours assez étonnant, c'est que aussi bien le docteur Saleh Ali Hikmet que Dalila, au niveau social, mais c'est pas la peine de s'étendre là-dessus, mais au niveau social, ça n'a rien à voir. Alors, rien. C'est-à-dire que, franchement, avec on les voit mal dans le quotidien philosopher ou déclamer des poésies de Rumi. Poésie apaisante. Poésie apaisante. Peut-être pour Dalila qui est docteur dentiste, donc ça peut lui servir. Alors, elle fait un travail absolument remarquable par rapport dans ses poésies, par rapport effectivement à la pensée de l'imam Abdelkader. Parce que c'est toujours cette représentation qu'on a de l'imam Abdelkader, c'est-à-dire avec le sabre en main, caracolant sur le cheval, cap au vent, et alors que la plupart du temps, c'était un penseur. C'est un penseur. Très grand penseur. Très grand humaniste, et ça, c'est dans l'imaginaire chez nous, je ne sais pas pourquoi, au niveau des écoles, etc., on n'apprend pas ça à nos enfants. Au niveau de l'iconographie aussi. Oui. On représente l'imam Abdelkader avec l'épée en main, avec sa prestance. Ou guerroyant, mais jamais sur un diwan en train de penser comme ça. Je me rappelle la magnifique photo de Cheikh Ben Badis, comme ça, avec les mains appuyées. Oui, ben oui, il était ça. Bon, c'est comme ça. Et l'imam Abdelkader était plus souvent cela. Il adorait qu'on lui lise, non pas seulement le Coran, mais même le Talmud, même la Bible. Il adorait comme ça. Universel. Et puis, en écoutant d'abord la sonorité, et dans la langue originelle. Il adorait qu'on lui dise, par exemple, le Talmud en hébreu, dans la langue originelle, de la Bible en français. Pour mieux capter le sens profond. Oui, des fois, même si on ne comprend pas le texte, on comprend la philosophie. Oui, on arrive à capter la philosophie. Moi, je comprends strictement rien à une chanson de l'Inde, mais je ne sais pas ce que c'est, mais je crois pouvoir, en tout cas, sauf modestie, mais pouvoir faire la différence entre une variété complètement stupide et quelque chose qui, à mon avis, a une grande densité. Ou alors, c'est que personne n'y voit clair. Bon, vous savez, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Omar Meziani, vous qui avez vu beaucoup de public dans les festivals, dans les expositions, dans les biennales, etc. et tout ça, on est toujours sidéré, je ne sais pas si vous êtes comme moi, toujours sidéré de voir que le public néophyte s'arrêtera plus devant telle photographie plutôt qu'une autre, tel tableau plutôt qu'un autre. Il se reconnaît. Là où il peut se reconnaître, il commente, il commence à commenter. Mais là où pour lui c'est trop abstrait ou trop philosophique. Et sans qu'ils n'y connaissent strictement rien profondément à l'histoire de l'art. Il reste là, mais il ressent plutôt. Là, il y a une compréhension, il y a des sensations. Donc, quand il est près d'une œuvre abstraite, il essaie de ressentir des choses. Donc, quand il est dans une œuvre, peut-être une œuvre graphiquement accessible, figurative, il fait une projection de lui-même. C'est là la différence. Il est dans l'âme, il est dans le corps.
Ils ont fait vous savez, il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites, des expériences psychologiques sur comment on peut appréhender ce qu'on appelle le beau chez des enfants. C'est très étrange parce que, en fin de compte, quand on leur présentait des tableaux de peintres du dimanche, ce qu'on appelle, c'est-à-dire franchement qui valaient pas sur le plan, c'était nul. Et puis quand on leur présentait des tableaux de grands maîtres, à 90%, les gosses disaient non, c'est celui-là que je préfère. Et on leur disait mais pourquoi c'est celui-là que tu préfères? Et je sais pas, c'est quand même plus beau que ça, etc. Et pour la musique, ça a été pareil. C'est pareil, on leur faisait passer genre, vous savez, le Klederman, et puis on leur faisait passer Vivaldi, et il dit, qu'est-ce que tu préfères? Il dit, l'autre, là. Il dit, ah bon, mais pourquoi? Le premier, il était bien, non? Je dis, ouais, non. Oui, Klederman avait moins de succès chez les enfants qui étaient complètement vierges de toute connaissance intellectuelle. Vous ne pouvez même pas dire, bon, non, mais quand même, entre Vivaldi et Klederman, ouais, non, mais je préfère quand même Vivaldi. Je ne vais pas dire que je préfère Klederman. Ce serait honteux. Alors, on parlait de Renaissance, et alors, je vais lire ce texte de là, qui s'appelle Renaître, justement. Alors, renaître dans les senteurs de menthe et jasmin, renaître dans les arbres gorgés de sève et sueur, renaître dans les braises agonisantes, renaître dans le parfum des collines et dans les mains ornées de henné. Bon, je ne termine pas. Mais l'idée, c'était aussi, dans pratiquement toutes les poésies de Dalila Nawadji, c'est aussi le patrimoine. C'est-à-dire le fil conducteur. Voilà qui nous sommes, mais il y a un fil conducteur. Et il ne faut pas casser le fil d'Ariane. Parce que sinon, on va vraiment être dans le labyrinthe. Et le labyrinthe, on risque de rencontrer le Minotaure. Et alors là, si on rencontre le Minotaure, on est foutu. On est foutu. Il n'y a plus d'Ariane. Il n'y a plus d'Ariane, il n'y a plus rien. Moi, je l'ai ressenti comme ça par rapport à son texte. C'est-à-dire... il y a une mise en garde en même temps. Elle est douce, elle est donc une mise en garde. On dit ne faites pas ça, mais il y a un certain espoir parce que si on dérive, on se retrouve dans les peintures de Karim Selgoua. Dernier ouvrage, Mohamed Badawi, Schiste et Mika, accompagnement graphique, Mehdi Bardi Djelil. C'est le dernier ouvrage que vous venez de sortir. Alors là, c'est encore aussi autre chose. Et au niveau du texte, et au niveau du graphisme. Alors, je dirais que presque, là, il y a carrément une grande osmose. Vraiment. Il n'y a pas du tout d'opposition. On se demande lequel des deux mange l'autre. Le terme n'existe pas, mais il y a dans le graphisme de notre ami Mehdi une ogritude. Vraiment, une ogritude, c'est terrible. Ça me rappelle l'ogresse de Nazim Hikmet. Comme ça, et puis le texte de Badawi est plus que mordant. Il est carnivore, mais avec un déchaînement intérieur de lassitude. Il n'est pas aigri, mais parfois il est las, il est fatigué de la bêtise humaine, de la turpitude humaine. Il est dans un constat. Il n'est ni dans la colère, mais il est aigri, comme vous l'avez dit. C'est un dur constat qu'il remet dans ses textes. Alors là, franchement, les illustrations, enfin j'appelle ça l'illustration, mais vraiment sont au cœur de l'écriture et pareillement. Là, le choix était... Là, on est dans l'harmonie. L'harmonie entre ces deux expressions, réellement deux expressions de même niveau,
aussi bien graphique que textuel. Là, on est en symbiose. Excusez-moi, là, je vais employer peut-être des termes qui peuvent paraître un peu durs, mais toujours dans ma tête, ça n'a aucun sens péjoratif. Il y a une sorte de bestialité et dans le texte et dans les illustrations graphiques, mais qui montre, qui dénonce la bestialité humaine. C'est-à-dire, punaise, on est au 21e siècle, on a, je sais plus de 10 000 ans d'histoire ou 20 000 ans d'histoire, on en est encore là. C'est un dur constat. Aussi bien de la part de Mehdi que de Mohammed. Et ils sont en train de faire un corpus, en quelque sorte. Oui, là, ils sont dans le même corps. Hein. Ah, vraiment. Moi, je vous avoue franchement que je ne connaissais pas du tout le travail de plasticien de Mehdi Bardi. C'est un jeune artiste. Mais j'étais... Et l'équilibre n'a pas été facile à trouver, parce que le problème des textes de notre ami Mohamed Badawi, c'est que il y a des fois où il écrit comme ça, par des jets, c'est pas très bien si c'est de la poésie ou si c'est comme cela des pensées fulgurantes qui lui viennent sur tel ou tel sujet. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi de la poésie, pas classique, hein, loin de là, mais beaucoup plus sous forme poétique. Et je sais qu'il adore écrire comme ça. D'être libre dans son écriture. Donc, Une écriture totalement libre, à la limite du fantastique parfois, très sombre. Alors, on est obligé des fois de passer par ces métaphores pour pouvoir exprimer il y a un désarroi. Un désarroi, sans désarroi. Bon, on est obligé de faire appel à la métaphore, à l'imaginaire, de Badri, en quelque sorte. On arrive au terme de l'émission. Mme Ziani, ça a été plus qu'un grand plaisir. Merci de m'avoir invité. Pour deux raisons. D'abord parce que je voulais faire connaître à ceux qui nous regardent votre maison d'édition. Encore une fois, chapeau bas, Helium. Magnifique travail. Je reste artisanal dans mon travail. Je préfère rester artisanal pour pouvoir maîtriser aussi bien l'auteur que l'artiste. C'est non seulement courageux, mais il n'y a pas que le courage. Hein. Il y a aussi que ce sont des ouvrages extraordinaires qu'on peut lire et relire, parce qu'on peut en même temps et les lire et les regarder constamment. De toute façon, ce pas des ouvrages qu'on lit de bout en bout. Hein. C'est par rapport au respect aussi. On choisit. Il faut respecter aussi bien l'auteur que les deux. C'est juste un... Vraiment, mais merci mille fois, Omar Meziani, d'avoir entamé cet extraordinaire travail à travers votre maison d'édition à Helium. Je vous en prie. Ça fait partie de ma façon de vivre. Et je souhaite très franchement que beaucoup de ceux qui nous regardent aillent vers ce genre d'ouvrages, parce qu'ils sont très particuliers, et que ces ouvrages